Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir pour cet avant-dernier cours du programme Nishma que nous avons choisi de consacrer à la thématique autorité et pouvoir. Donc là, on peut dire qu'on est vraiment en plein dans le sujet. Je voulais commencer par rappeler que on a fait une petite vidéo humoristique qu'on a postée sur les réseaux sociaux en guise de présentation, mais qu'en réalité, c'était une mise en scène d'un débat qu'on a presque tous les jours, où Émile est vraiment sur Twitter et où je lui dis vraiment, pourquoi tu perds ton temps sur Twitter toute la journée ? Peut-être pas toute la journée, mais en tout cas, voilà, pourquoi tu passes autant de temps à apporter un message politique ? Donc c'est un vrai débat de fond. Et une première peur que j'ai eue quand j'ai envisagé ma position dans ce débat, c'était de me caricaturer avec une position peut-être un peu extrémiste. Donc le mieux dans un débat, selon moi, c'est de commencer, je le ferai dans un premier temps et je t'inviterai à le faire par la suite, par poser clairement ce qu'on souhaite défendre précisément pour éviter l'effet de ce qu'on appelle l'homme de paille. L'homme de paille, c'est quand on va prêter le flanc à ce que notre adversaire déforme notre position de départ. Par exemple, pour moi, Émile pourrait me dire ah, mais tu es en train de dire qu'on doit faire que étudier la Torah toute la journée, donc ça risquerait de faire un petit peu dérailler le débat si les positions de départ sont pas claires. Alors ma position est la suivante, je vais devoir l'expliciter. Le juif est ou devrait être métapolitique. Donc, voilà. Ce que j'entends par là, c'est que les juifs doivent être pleinement intégrés dans la cité, au sens où ils sont citoyens, mais ils ne doivent pas être asservis à la politique. Il conviendrait en tant que juifs de faire un pas de côté par rapport à la politique, pour garder notre indépendance d'esprit et rappeler que nos valeurs centrales sont tirées de la Torah et que c'est a priori elle qui guide nos actions quotidiennes. C'est pas en contradiction, bien entendu, avec le respect de la loi, mais on pourra y revenir. Donc en pratique, ça signifierait, à mes yeux, que suivre la politique au sens fort, telle qu'elle nous est régurgitée quotidiennement et en continu sur les réseaux sociaux, est une activité qui ne saurait manquer d'être extrêmement chronophage et que cette frénésie de l'instant présent et de l'immédiateté de la vie politique s'intègre dans une hyper-connexion généralisée qui nous rive nuit et jour à nos écrans. Or, ce mode de vie me paraît incompatible avec l'idéal thoraïque qui est celui de la maîtrise et de la sanctification du temps et celui de la désignation de temps spécifiquement consacré à l'étude. Donc, priorité de l'étude sur la politique. Deuxièmement, qu'un juif peut et doit voter selon sa conscience, mais ne devrait, à mon sens, ne s'identifier à aucun parti autre que celui qui lui semble ponctuellement le moins compatible avec les valeurs de la Torah à un instant T. Par exemple, avant je votais très à gauche, là je peux plus. Je pense que tout le monde aura compris un peu pourquoi. Et il y a un véritable risque d'idolâtrie du politique, ce qui implique que, selon moi, les juifs, et a fortiori les rabbins, ne devraient pas être encartés. Troisièmement, qu'il est dangereux pour les juifs d'aspirer à se rapprocher du pouvoir et d'être pleinement les produits du siècle, sachant que nous portons avec nous et en nous une tradition plurimillénaire d'études et de réflexion qui, précisément, honnie le pouvoir et les puissants, ou à minima s'en méfie très fortement, et est loin de faire l'apologie de la force à travers le pouvoir politique. Le pouvoir, c'est le présupposé que j'expliciterai à travers Pirkei Avot, est amoral et sert principalement, voire exclusivement, ses propres intérêts. Et enfin, donc quatrièmement, qu'une voix juive peut gagner à se faire entendre dans la cité, mais en restant juive, et donc en étant très vraisemblablement contre-culturelle, plutôt que de rechercher, je n'accuse personne, un gloubi-boulga consensuel de valeurs occidentales, dites judéo-chrétiennes, désolé. Donc, assumer l'attention, ce qui implique déjà de bien connaître les textes, donc de les avoir étudiés, et donc là encore de ne pas perdre son temps à tweeter qu'il faudrait baisser le prix des loyers. Voilà. Petite citation de Leibovitz pour terminer cette présentation qui résume un peu mon point de vue. L'État est un élément incontournable de la réalité humaine, il n'est pourtant investi d'aucune valeur éthique. Et comme le judaïsme est principalement centré autour d'impératifs éthiques, on peut le considérer comme une sorte de léviathan, il faut qu'il soit là, on doit commercer avec l'État, le pouvoir, mais sans en être dépendant ou sans lui accorder toute notre confiance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère rabbinite Myriam, pour cette présentation de ces opinions qui sont effectivement très très bien établies et qui ont été très bien argumentées. J'ai moi-même pas préparé de manière aussi évidemment. de manière aussi, on va dire, organisée exactement une introduction de ce type, mais je vais tenter de répondre à ces de mon côté, à essayer de faire un petit peu la synthèse aussi
de mon opinion en utilisant un petit peu ce que comment te dire, ton modèle de ce que tu as fait. Tout d'abord, c'est important dans un débat de se mettre d'accord de pointer ce sur quoi on est d'accord. Nous sommes tous les deux des juifs orthodoxes, rabbins, oui, mais juifs orthodoxes, en fait, peut-être avant rabbins. Et nous estimons que la Torah et ses valeurs sont au centre de notre vie et que c'est la Torah qui doit guider le moindre de nos décisions. En tout cas, les grands choix et les choix moraux qu'on doit faire au quotidien. Et donc, en tant que juifs impliqués dans la cité, on doit être des juifs impliqués dans la cité, toujours au nom de la Torah. Et sur ça, nous sommes totalement d'accord. Totalement d'accord aussi sur le fait que les activités chronophages et intenses doivent toujours être surveillées pour ne pas nuire idéalement à notre Torah, notre apprentissage quotidien, quand bien même une personne qui vit avec moi sait que je ne suis pas forcément à la hauteur de cet idéal au quotidien. Là, je lui enlève la possibilité de faire le ad hominem parce que je le fais sur moi-même déjà. Du coup, c'est pas un argument fallacieux si tu le fais sur C'est toi. ça, exactement. Si on est d'accord sur tout, on va s'ennuyer. Hein. Non, mais Ok, je commence par ce qu'on est d'accord pour dire après, pour estimer, Ok. pour ensuite commencer le vrai débat. Euh, et donc, dernière chose que tu as dit, une voix juive gagne à se faire entendre tout en assumant d'être juive. Effectivement, le judaïsme est une contre-culture et a vocation à se faire entendre. Déjà, un présupposé que tu donnes, qui n'est pas forcément le présupposé justement de tout le monde, c'est que la voix juive doit se faire entendre. Il y aurait un argumentaire qui serait encore plus, on va dire, renfermé, ultra-orthodoxe, qui dirait que la voix juive n'a même pas vocation à se faire entendre chez les non-juifs, elle a vocation à rester entre nous, entre juifs, et le reste, on verra bien qui se débrouille. J'ai déjà l'impression qu'on est d'accord sur cet axiome-là de départ, qui est qu'il y a une voix juive, a priori, qui gagne à se faire entendre. Il y a, en tant qu'orthodoxe moderne, on pense qu'il y a une tension à chérir dans le fait de faire rencontrer ces valeurs juives avec justement ce qu'on appellerait peut-être valeurs occidentales, mais pas valeurs judéo-chrétiennes, avec ce qu'on appellerait peut-être les grandes idées de la modernité, qui peuvent pour certaines être positives, et c'est ça notre orthodoxie moderne. Ok, est-ce que ça te va du coup si moi je commence ma première partie entre guillemets et que tu prendras la suite après Déjà, pour te répondre? je pense qu'il faut que tu commences par éclaircir les points de tension. Voilà, c'est ça, non justement, et du coup c'est Ouais, maintenant vas-y. je commence, mais du coup je vais mettre des exemples et donc je vais commencer véritablement ma Très partie. bien. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que se réclamer des valeurs de la Torah pour dire que justement on devrait faire attention à cette implication dans la politique, ça me paraît intéressant puisque il faut ouvrir les textes de la Torah pour regarder ce qu'ils disent et voir un petit peu quels sont les exemples, déjà rien que dans la Torah, les 5 livres de Moïse et ensuite dans ce qui a été fait dans la tradition rabbinique, à mes yeux, pour avoir une idée de quelles sont les valeurs, ces valeurs promues et cette relation au pouvoir, cette relation non pas qu'au pouvoir, mais au militantisme et à l'action politique en tant que telle. Et l'action politique n'est pas forcément reliée à la relation à l'État. Moi-même étant un grand libéral, je suis plutôt pour une réduction du rôle de l'État dans toute notre vie quotidienne. Justement, en tant que juif orthodoxe, où je vois que le communautarisme si honni par certaines personnes en France, je lui trouve beaucoup de positifs aussi. Je pense que la communauté juive est un très bon exemple du fait que il y a des actions de solidarité, du fait que on peut vivre une vie en étant impliqué dans notre quotidien, avoir un travail, fréquenter des gens qui sont différents et en même temps avoir un lieu où on se retrouve en tant que juif avec une communauté qui peut pallier à certains manquements de l'État ou qui peut en tout cas remplir certains rôles sociaux, éducatifs, etc. et qu'on n'a pas besoin de l'État pour ça. Donc il faut séparer la question de la relation au pouvoir et à l'État de la question du politique. Le politique, c'est l'action dans la cité, c'est maximiser le bien-être des citoyens, organiser la vie des citoyens entre eux, pour qu'il y ait Ce qui n'est justement... possible qu'il y ait une position de pouvoir. Mais d'où vient la Et légitimité là, du pouvoir, etc. par ailleurs, on est en plein dans la paracha, avec des problématiques justement pour Yosef d'accès au pouvoir après avoir été largement, donc avec cette transition vers Miquette. On va avoir justement, après une période de rejet, l'accès au pouvoir politique de Yosef. Et moi, ce qui me fascine absolument, c'est que
quand il est au pouvoir, il peut mettre en place toutes ces mesures qui vont permettre notamment, pas d'éviter la famine, ça ce n'est pas envisageable, mais en tout cas d'en pallier les effets négatifs. Et pourtant, moi ce qui me fascine le plus, l'un des Midrashim dans le traité Megillah, qui me fascine le plus, c'est ce passage où on nous dit c'est qui ce nouveau pharaon qui se lève sur l'Égypte au début de Shemot. Et l'une des deux interprétations, c'est le même, c'est celui qui avait connu Yosef, qui n'avait pas connu Yosef. L'une des deux interprétations, c'est il avait juste oublié Yosef en fait. C'est-à-dire que Yosef aurait atteint ce lieu du pouvoir où il pouvait justement apporter des améliorations, y compris positives. Et pourtant, ça ne garantit rien. Tu vois, c'est pas une position de confort. C'est pas le juif de cour et on y reste et tout va bien. Et c'est pour ça que j'insiste sur la séparation avec l'idée du pouvoir que l'idée de l'action politique. L'action politique, c'est aussi une action militante. Okay. C'est aussi une action souvent de contre-pouvoir en tant que telle. Et ça reste une action politique en tant que telle légitime. Et donc, pourquoi s'impliquer? C'est-à-dire, on parle toujours de est-ce qu'il faut s'impliquer, est-ce qu'il ne faut pas s'impliquer? Pourquoi on s'implique? Pourquoi on s'implique au départ dans la vie politique? Pourquoi on s'implique dans la vie de la société, dans cette organisation? On s'implique, a priori, idéalement en tout cas, pour pallier à des manquements qu'on voit, pour organiser d'une meilleure manière la vie entre les citoyens. Donc pour moi, on s'implique parce de manière morale, de manière éthique. On s'implique parce que on veut améliorer la vie des gens et on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas faites. On s'implique, les militants aujourd'hui sont des militants qui sont là pour des associations pour les migrants, des associations pour les personnes dans la rue, les associations féministes pour le droit des femmes. Il y a des associations un petit peu pour tout, pour chacun sa cause, et c'est très bien qu'il y ait des causes différentes, mais on s'implique parce qu'on a justement, on estime qu'il y a un manquement moral et il y a quelque chose à faire, et on s'implique parce que nous, on a une fibre, on a quelque chose qui nous pousse à agir et à transformer le monde. Et pour moi, et c'est ça, c'est que c'est typiquement juif. C'est que c'est exactement pour ça qu'on est là. On est là pour transformer le monde, on est là pour voir ce qu'il y a autour de nous et les manquements qu'il y a autour de nous et les transformer. Peut-être qu'à l'époque, dans le ghetto, on pouvait que transformer ce qu'il y avait autour de nous et c'était juste le ghetto et on n'avait aucune prise sur le monde, le vrai monde qui était celui où il y avait les vraies décisions qui étaient prises puisque nous n'étions pas citoyens. Mais maintenant que les juifs sont citoyens à part entière, eh bien, à mon avis, il y a un devoir, non pas une possibilité, mais un devoir moral de s'impliquer dans la vie de la cité et pour améliorer l'état moral des choses autour de nous. Et ça, c'est typiquement juif. Et mon premier exemple que je donnais, c'est que si on ouvre la Torah, alors je ne vais pas parler de Yosef, mais ça peut être un bon exemple. Moi, j'ai envie de parler de Moïse, de Moshe. Moshe Rabbeinu, quelle est la première action qu'on attribue à Moshe Rabbeinu? Quelle est la première action qu'on attribue donc dans le Sefer Shemot à Moïse, qui est le juif, la personne, pour la tradition juive, c'est la personnalité la plus parfaite qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité, la personne qui parlait à Dieu en face à face. On dit Vayetse elechav, vayar ish mitzri, make ishivri me'echav. Et il voit un homme égyptien qui est en train de frapper un homme hébreu de parmi ses frères. Il est sorti voir ses frères et il voit ça. La première action, c'est qu'il voit une injustice et il va s'impliquer pour résoudre cette injustice et il a tout à perdre. Il a tout à perdre parce qu'à ce moment-là, tout ce qu'on sait de lui dans le pshat, dans le texte littéral de la Torah, c'est que c'est un hébreu recueilli par une égyptienne qui est grandi au palais du pharaon égyptien. C'est ça qu'on a comme élément. Il est recueilli par la fille du pharaon et c'est tout. Donc il a tout à perdre et en fait il va s'impliquer pour corriger une injustice. On nous dit pas la première chose que fait, comme dans certains autres prophètes, ou même Abraham, on nous dit pas ça, on nous dit pas la première chose qu'il fait c'est parler à Dieu, la première chose qu'il fait c'est ça. Non, la première chose qu'il fait c'est s'impliquer politiquement, en risquant sa vie, en tuant un homme. Et non seulement ça, mais on parle souvent pas de la deuxième chose, c'est que quand il fuit, déjà c'est 2 fois, parce qu'il voit après 2 Hébreux en train de se taper dessus, et il veut aussi s'impliquer. Et ils lui disent mais attends, tu te prends pour qui? Est-ce que tu vas nous tuer toi aussi? Donc il sort, il va fuir. Et quand il fuit, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à un puits. Le puits, c'est la place principale. Et qu'est-ce qu'il fait encore une fois? Il y a des filles qui se font embêter et il s'interpose. C'est Moïse, le premier finalement juif de l'histoire. C'est pas un hébreu, mais c'est le premier, le père du peuple juif au moment du peuple juif qui se forme au moment du même à Arsinaï de la Révélation, est un militant. C'est un militant qui risque sa vie.
C'est quelqu'un qui est impliqué en politique et qui est là pour, qui est là par l'action la plus forte de désobéissance civile et qui va risquer sa vie alors qu'il a tout à perdre. Il aurait pu rester tranquillement. Et non, c'est ça qui définit, ça que la Torah nous dit, Mais en même temps, qui définit le peuple juif. Dans un mouvement de retrait, c'est-à-dire que d'emblée, en tout cas, il y a un échec de cette stratégie purement militante. Là déjà, je pense qu'il est intéressant par rapport à tout ce que tu as dit de distinguer deux figures qui seraient proches du politique. On aurait le juif de cour incarné par Yosef, qui lui est directement main dans la main avec le pouvoir, et qui espère, on va dire, comme tu le dis, faire évoluer une situation, ou en tout cas voilà, améliorer l'état de la société en travaillant directement avec le pouvoir. Et on aurait des modèles de juifs de cour, je pense, contemporains, par opposition à ce que tu appellerais le contre-pouvoir, le militant, qui d'ailleurs, dans une analyse foucaldienne, si on se base sur Michel Foucault, est simplement celui qui, en tant que minoritaire, aspire à devenir majoritaire. Et donc, il y aurait un renversement qui ferait que si tu es minoritaire et que tu passes au pouvoir, de nouveau, c'est désormais toi le pouvoir, quoi. Oui, mais idéalement, tu y aspires du point de vue moral parce que tu penses que tu vas faire mieux pour les autres, a priori, quand tu renverses le pouvoir. On parle pas de quelqu'un qui veut le pouvoir pour le pouvoir. Je suis pas non plus en train de remettre en question les intentions même du juif de cour. Moi, ce qui m'intéresse à chaque fois, c'est le fait que ça marche un temps et puis ça rencontre sa limite. C'est-à-dire que le premier exemple que je donnais, c'était Yosef, ça marche, et puis ça marche plus parce que Paro oublie Yosef, c'est-à-dire que Yosef ne sert plus ses intérêts à un moment donné. Qu'est-ce que tu veux dire ça marche et ça marche pas? Ce que je veux dire, c'est que ça a des effets politiques sur le court terme qui peuvent être positifs. Si je reprends Moshe, on a cette première action qui est très impétueuse, qui va lui être reprochée, on le sait, par certains midrashim, qui consiste à dire « je vois une injustice, je tue l'Égyptien que j'ai sous mes yeux ». Ce qui implique d'ailleurs qu'il n'utilise pas la position privilégiée qui est la sienne de prince d'Égypte. Alors forcément, on n'ira pas forcément jusque-là, mais en tout cas de figure qui aurait pu être un juif de cour. À partir du moment où il prend conscience qu'il est juif, il aurait pu prendre cette position de défense des juifs du sein du pouvoir et choisit au contraire de s'en éloigner, ou il choisit pas. Mais en tout cas, cette dynamique de l'exil, elle montre que dans sa deuxième action, qui est un hébreu contre un hébreu, je vais de nouveau m'interposer, il y a quelque chose qui marche plus dans une forme de militantisme immédiat. Tu vois ? Et là, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas à chaque fois, en tout cas le besoin pour Moshe à ce moment-là, de se distancier complètement du pouvoir et du cadre dans lequel il a grandi, qui était un cadre qui lui aurait peut-être permis, si on a une vision purement utilitariste et instrumentale de la situation, on dirait, bah non, quand Moshe s'en va, en fait, il perd du temps par rapport aux Hébreux. En fait, s'il rentre à la cour et qu'il dit maintenant je vais militer pour les droits des Hébreux, c'est beaucoup plus utile. C'est pas du tout l'approche qui est suivie. Quelques passages que je voulais... Ouais, je réponds juste très rapidement sur ce que tu dis, marche pas. Je sais pas si c'est pertinent de juger sur les résultats, puisqu'en fait, marche pas, c'est très subjectif. Si tu dis que l'action de Yosef... Tu dis, il y a une injustice, il faut la régler. Non, mais tu parles de Yosef. Okay. Yosef a eu une action politique qui a permis de régler les problèmes de la population égyptienne et des populations environnantes pendant une famine. C'est donc que, à un moment T, l'action politique d'un juif a eu des résultats positifs. Tu dis, oui, mais ça marche pas parce que de manière éternelle, ça n'a pas permis aux juifs de rester safe. Ok, après, on est toujours à la merci en tant que minorité, mais ça n'invalide pas que le fait que l'action de Yosef en tant que telle était bonne et elle était positive. Et l'action politique, malheureusement, dans notre système aujourd'hui, de la 5e République aujourd'hui, a vocation à être aussi très limitée dans son impact la plupart du temps, parce que les élus pensent juste à avoir une loi à leur nom, ça passe très vite, les mandats sont courts, etc. Ça a du positif et du négatif, mais le fait que l'action politique soit potentiellement brève n'enlève rien à la légitimité potentielle d'une telle action. Si on fait un petit saut dans le temps et qu'on arrive dans Pirkei Avot, on se situe à l'époque des Zugod, donc de Shmaya et Eftalion. Donc pour le coup, j'ai l'impression que chez les sages du Talmud, mais plus particulièrement de la Mishnah, donc dans Pirkei Avot, bien entendu, on a cette prise de position sur l'éthique, les principes des pairs, et à ce moment-là, le retrait vis-à-vis du pouvoir est présenté comme un idéal ou presque comme une évidence, en nous disant, donc, par exemple, au nom de Shmaya et Eftalion, ça c'est Pérec 1, le 10e enseignement, c'est Shmaya et Eftalion, dont on nous dit qu'ils ont là encore reçu une tradition, c'est une insistance sur la massorette, sur cette tradition qui justement est en contradiction avec l'immédiateté du politique, ou en tout cas le caractère très éphémère des alliances politiques que tu viens de me concéder.
qui nous enseigne ce passage très célèbre, Sne à ta rabbanout. Alors évidemment, ça peut donner lieu à des jeux de mots sur la situation contemporaine. Là, littéralement, c'est déteste ce qui est élevé, en tout cas ne cherche pas à t'élever, et plus encore, ve al tidvadal la rashut, et ne cherche pas à te faire connaître du pouvoir politique, donc rashut c'est ce qui est à la tête. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que, en tout cas avec les sages, on a évolué vers l'idée que la relation au pouvoir, elle est presque instrumentale. On cherche à obtenir, voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, va chercher à obtenir du pouvoir, ce qui permet la survie des Juifs à un instant T. On aurait plein d'autres exemples à donner. Mais en tout cas, il n'y a pas de recherche d'accéder au pouvoir lui-même. Au contraire, si on peut en rester à côté ou s'en distinguer, on a l'impression qu'on y gagnerait. Objection, votre honneur. Ouais. Cet état-là est un état un pis-aller. C'est parce qu'on est opprimé. Ouais. Alors, on peut pas faire confiance à l'état actuel des choses. En l'état actuel des choses, on peut pas faire confiance à nos oppresseurs. D'accord. Donc, on essaye dans une perpétuelle relation de négociation, s'il vous plaît, casse pas tout, etc. Mais la vision juive, y compris des sages que tu as cités, c'est d'être au pouvoir. C'est d'avoir une cour, un roi, des prêtres et une organisation politique toi, tu parles globale. de l'organisation politique des Juifs interne. Non, mais toi, je réponds Parce à que ce là, on est en train de parler de la France, on n'est pas en train de parler des bâtés de Bah oui, mais c'est toi ce que tu reviens ici, tu dis, on est, en tout cas, on est opprimé, c'est un cas particulier, on est opprimé, alors ce n'est à Mais en soi, ça veut rien dire sur le fait de ne pas s'impliquer dans une vision politique pour nous et pour les personnes qui nous entourent. Moi, j'ai l'impression que tu désignes deux choses différentes. D'une part, l'existence d'une structure politique interne au judaïsme. Les Juifs ont leur roi, ont leur prêtre, etc. Ouais. Et d'autre part, moi, ce dont je parlais depuis le début, c'était pas l'existence du politique au sein d'une société juive, mais c'était l'interaction avec le politique dans la société dans laquelle on est intégré. Donc, par exemple, il y aurait, d'une part... si on se considère comme citoyen français, je suis pas en train de dire on doit pas avoir des bâtés d'inim, c'est pas une posture anarchiste, c'est quel est notre rapport à la société française. Et donc quand tu dis par exemple Toraim derech Eretz, le juif dans la cité, c'est pas par rapport aux institutions politiques juives, qui d'ailleurs à l'heure actuelle sont quasi inexistantes, ce serait par rapport à, par exemple, l'État français. Quel est ton rapport à l'État français? Tu peux dire, je suis pas opprimé par l'État français. Oui, mais donc exactement, tu reconnais qu'il y a quand même une différence. J'entends, effectivement, merci pour la séparation des deux, t'as raison qu'on parle vraiment pas de l'organisation politique juive. Oui, c'est pas en train de dire les juifs sont anti-politiques de manière générale. Voilà. Mais tu reconnais qu'on n'est pas dans la même situation que les personnes qui étaient opprimées par le pouvoir romain. C'est-à-dire que là, notre voix compte autant que notre voisin non juif, et donc qu'a priori, nous sommes à égalité sur le plan légal et chacun individuellement, mais pas en tant que groupe. Oui, surtout pas en tant que groupe en France, ça tu vas faire bondir toute une partie des groupes politiques si tu revendiques ça. Mais justement, en tant qu'individu, et donc en tant qu'individu juif, notre voix compte autant que celle de notre voisin. Et est-ce qu'on est vraiment dans la même situation aujourd'hui que la situation où on était opprimé, que de toute façon, nous n'avions que le choix de nous méfier ou de négocier des relations de pouvoir pour pouvoir nous protéger. Pour te répondre avec donc, le deuxième Pérec, cette fois-ci le troisième enseignement tiré de Pirkei Avot, nous avons donc Hevuz et Hirim Barashut, et là pour le coup c'est une critique morale, donc il pourrait s'appliquer tout aussi bien à notre époque, tu me diras si tu te l'appropries ou pas. Chez En Mekarvin Lo la Adam et là Letzorech Hatzman, le politique de manière générale ne se rapproche d'une personne que pour ses propres besoins, donc ça rejoint en tout cas ma représentation de Yosef au service de Paro. Yosef c'est bien tant que ça sert à quelque chose et après on oublie puisque Yosef décède et donc son héritage n'est plus présent à l'esprit de Pharaon. On nous dit donc Nirinke Ohavin Bishaat Hanaatan, l'État donne l'impression qu'il t'aime au moment où tu lui sers. Mais ensuite, il ne va pas se tenir auprès de toi quand tu seras dans le besoin. Ce qui, évidemment, pour un juif français, un israélite français, fait forcément écho à l'histoire du XXe siècle. Hein, mais par ailleurs, est-ce que toi, t'estimes que là, si on sort de la question de mais est-ce que c'était les Romains, est-ce qu'ils étaient très méchants avec nous alors que le gouvernement français est très gentil avec nous? C'est d'ailleurs debatable. Est-ce que ça, tu dirais que c'est une critique qu'on pourrait toujours s'approprier au sujet du politique? Complètement, on peut s'approprier on le voit qu'en fait, au pouvoir, plus on s'approche des sphères de pouvoir, plus on a des intrigues politiques à la Baron Noir ou à la House of Cards où chacun pense à son propre bénéfice. Qui serait incompatible avec une vie de Torah. Qui serait potentiellement incompatible avec une vie de Torah. Mais là, encore une fois, je pense qu'on s'éloigne du sujet, parce que le sujet, c'est l'action politique et l'implication politique du juif. Et on ne parle pas forcément de la recherche, de la conquête du pouvoir en tant que tel pour être tout en haut. On parle de toi avec ton petit
encore une fois, compte Twitter ou ta petite association, etc. Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer le quotidien des gens autour de toi ou améliorer le quotidien ou améliorer la cause pour laquelle tu te bats? Et est-ce que ça, c'est compatible avec une vie de Torah? Et je pense pas qu'on est que dans le rapport au pouvoir, on est dans le rapport de ton action individuelle et ta responsabilité individuelle vis-à-vis de ce qui t'entoure. Et pour moi, encore une fois, je reviens au texte. C'est-à-dire que si je reviens au texte et que je regarde qu'est-ce que les textes, qu'est-ce que les textes disent sur ça, c'est qu'il y a une conscience individuelle de sa propre responsabilité, que tous les textes qui sont là, que ce soit par exemple dans Haremot Kedoshim, l'adverbe Kedoshim, dans toute la paracha Kedoshim par exemple, on n'arrête pas de nous dire soyez saints car je suis saint, faites des commerces honnêtes et rendez justice bien, etc. C'est-à-dire tous ces idéaux-là de participer de manière individuelle à une société juste. Et pour moi, ça n'est que ça, le militantisme politique. Alors après, Toi, tu te définirais comme un militant politique. bah, le militantisme politique peut être, c'est pas forcément un ethos de vie, mais en tout cas, Ok. à partir du moment où moi j'ai un compte Twitter et où je vais partager des opinions, des opinions différentes sur des questions politiques, bah, je vais faire preuve de militantisme à ce moment-là. T'étais en train de dire, je oui, disais- dans Kedoshim, on Oui, voit oui. que c'est important. Non, c'est-à-dire, d'accord. militantisme, c'est pas un ethos. En tout cas, à partir du moment où moi, je tweete sur quelque chose qui va avoir un écho dans les sphères politiques, à ma toute petite échelle, hein, je me prends pas pour ce que je ne suis pas, eh ben, je fais preuve de militantisme, et ça, pour moi, ça rentre pas du tout en contradiction avec mon devoir de juif. Au contraire, Donc tu te je me dis, sens... je tweete au nom du judaïsme, en fait. Non, c'est en tant que rabbin et en tant qu'ayant une parole publique qui représente le judaïsme, encore une fois, aux yeux des gens, c'est-à-dire, je n'entends pas moi représenter la seule vision du judaïsme, en tout cas, je représente une vision du judaïsme, et peut-être la seule vision du judaïsme orthodoxe moderne en France avec toi, mais en tout cas peut-être la plus médiatisée aujourd'hui, eh bien, quand je vais dire quelque chose, ça va avoir un petit impact, et j'ai des personnes, justement, qui ont un pouvoir décisionnaire, Ouais. qui vont venir me demander comment je dois lutter contre l'antisémitisme, qu'est-ce que je peux faire, là j'ai ce cas-là, qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que j'ai, par ma posture, une possibilité d'améliorer non seulement le quotidien des juifs, mais le quotidien potentiellement d'autres personnes, par ricochet. À ma petite échelle encore une fois, mais je vois pas en quoi ça rentre en contradiction avec les valeurs juives. Enfin, j'ai l'impression qu'on est complètement là dans la mission. Et d'ailleurs, quand on dit des choses que les gens veulent entendre, et qui sont plutôt mignonnes sur des questions éthiques, mais aussi quand on dit des choses que les gens ne veulent pas entendre, c'est tout à fait le rôle, à mon avis, d'un juif. Déjà, l'orthodoxie moderne, c'est ça, c'est d'être impliqué dans la cité et de dire ce qu'on a à dire au nom de nos valeurs, et encore plus en tant que rabbin, où j'estime que dans la lignée droite de notre Tanakh et des prophètes, non pas que je me considère un prophète, mais de la lignée droite de ce qu'a été le judaïsme prophétique puis le judaïsme rabbinique, parfois on dit des choses qui ne plaisent pas. Et les attaques qu'on a souvent sur mes positions sont des attaques sur mes positions parce que je dis des choses qui ne plaisent pas, mais ne sont pas c'est souvent, les attaques sur mon ethos militant sont souvent plutôt des attaques sur ce que je dis. Parce que si je disais des choses qui plaisaient à toutes les personnes qui m'attaquent, ils m'attaqueraient pas sur le fait que je suis un militant. Ils diraient rien. La plupart du temps, les attaques sur le fait que ce serait incompatible d'être rabbin et trop impliqué en politique sont en fait des attaques cachées pour dire je n'aime pas ce que tu dis, tu ferais mieux de te taire. Oui, par ailleurs, ça rejoint un peu le premier point que j'avais évoqué, à savoir le rabbin ne devrait pas être encarté, c'est-à-dire que son discours ne devrait pas être politiquement situable. Dans ce que tu dis, je songe à cette fois-ci, donc Pirkei Avot 6.5, avec cette idée de Al-Titavé les Shulchan Shel Melachim, n'essaye pas de t'approcher de la table des rois, parce que toi, tu as ta propre table, et il y a aussi cette représentation des deux couronnes, avec cette notion de Keter. Il y a la couronne de la Torah, qui implique ses aspirations propres, son étude propre, et d'y consacrer donc la grande majorité de son temps. Bon, jour et nuit, personne ne l'a jamais entendu littéralement, mais en tout cas, ça devrait être ça qui devrait prendre le plus de place dans notre esprit. Et par ailleurs, une forme de malchoute qui serait, donc là, ça désigne littéralement la royauté, qui serait associée au commerce de l'État. Et de même qu'on ne peut pas servir... On peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. On peut pas vraiment, à mon sens, cette implication du politique que tu évoques, surtout avec Twitter, les réseaux sociaux, la nécessité de répondre immédiatement, etc., bah, il me semble qu'elle prend trop de temps. Parce que, quelque part, si on veut être vraiment impliqué,
ça impliquerait voilà, de réagir aux événements tels qu'ils nous sont présentés. Ça, c'est peut-être un caractère un peu singulier de notre période politique, qui est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'avant, enfin, du temps de mes parents, par exemple, on allumait le JT, par exemple, une fois par jour, et là, on discutait de politique. Mais à l'heure actuelle, en fait, on est constamment baigné dans du politique, ce qui fait qu'on reçoit des notifications à chaque instant. Et du coup, si on dit, mais le devoir du juif, c'est de réagir. En fait, on va passer notre temps à réagir. Le problème, c'est que la Torah nous impose un temps qui est différent, qui n'est pas un temps de l'immédiateté, qui n'est pas un temps de la réaction, et surtout qui est un temps de la réflexion. Et la réflexion, ça, c'est pas particulièrement valorisé dans notre société du point de vue de l'actualité politique, où on a l'impression que... au départ, ça part de bonnes intentions par rapport au fait de dire je dois tweeter pour réagir parce que je suis un juif éthique. Et en fait, derrière, il y a cette question de est-ce qu'il n'y a pas un désir d'accéder à la table des rois quand tu dis toi-même je vais pouvoir influencer les décisionnaires. On sent un peu le... Enfin, tu vois, il y a à la fois le côté je vais pouvoir faire le bien et en même temps je vais me rapprocher des puissants. Par exemple, tu étais invité par le maire de Lyon récemment, tu étais tout heureux que ce soit le maire de Lyon. J'espère que c'est pas un ad hominem, mais peut-être que si quand même. Et par ailleurs, pour moi, la principale objection, c'est que s'il faut réagir, enfin, t'es obligé de fixer des limites. Tu peux pas dire le juif doit réagir à tout au niveau politique parce que sinon, ça prend toute la place en fait. C'est ça qui m'inquiète. Moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une honnêteté intellectuelle à avoir envers soi-même en général, pour être capable de discerner quand est-ce que c'est ton ego qui parle et quand est-ce que tu as vraiment quelque chose à dire d'intéressant. Et souvent, moi j'ai réussi à arrêter de commenter sur Facebook il y a quelques années. Déjà, sachant que ça fait déjà 5-6 ans que je commente plus rien sur Facebook, parce que au début j'écrivais, puis je supprimais ce que j'avais écrit. Parce qu'en fait, voilà, on a expulsé le truc qu'on avait envie de dire, et en fait on se rend compte que ça va pas avoir beaucoup d'impact et que ça va probablement pas du tout changer la vie de la personne qui a posté. Et du coup, voilà, on a expulsé ce qu'on avait à expulser, mais on n'a pas perdu trop de temps dans des débats incessants. Et j'en avais marre de perdre trop de temps dans ces débats incessants, et j'ai réussi à me soigner sur ça. Donc j'entends qu'il y a cette idée-là de... Effectivement, j'ai eu 40 000 likes sur le fait que les loyers étaient trop élevés, parce que j'ai fait une petite blague dessus. Ok, c'est sympa pour l'ego. C'est agréable, mais t'as pas fait baisser le prix des loyers. Non, clairement. De toute façon, je veux pas que l'État intervienne, ça c'est autre chose. Mais, c'est-à-dire... on va pas s'en sortir. De toute façon, non, mais effectivement, ça, il y a des questions de t'as fait une petite blague qui a été appréciée, c'est la même façon que faire rire un auditoire, mais si t'as fait rire un auditoire de 40 000 personnes, t'es quand même très content. Clairement, il y a une question d'ego. Mais après, plus si t'es humoriste que si t'es rabbin. Oui, exactement. Bien joué. Mais là, la question... non, mais elle fait des bonnes punchlines quand même, ma femme. Et la question pour moi, effectivement, elle est de savoir discerner quand est-ce qu'il s'agit de son ego, quand est-ce qu'il s'agit effectivement de son combat politique et d'avoir des temps. Et là, j'ai l'impression que dans tes objections, il y a souvent ces objections de méthode et pas tant du fond. C'est-à-dire, j'entends moins le fond que la méthode de dire attention, voici tous les risques que ça comporte, est-ce que le jeu en vaut vraiment leur chandelle? Exactement ça. Et la dernière source que je voulais citer de Pirkei Avot, qui m'a... Vas-y, après je... Mais bien sûr, rebondis là-dessus, bien sûr. Mais c'est donc Pirkei Avot 3.5, un enseignement de Rabbi Nechunia ben Akana, qui nous dit Kol hamekabel alav ol Torah, celui qui prend sur lui le joug de la Torah. Ma'avirinu enu ol malchut ve'ol derech eretz. On lui retire, en tout cas, le joug de la royauté. Il faut essayer de voir ce que ça signifie. Et le joug d'avoir à travailler pour gagner sa vie. Ici, ça peut être compris à peu près que comme ça. Et à l'inverse, celui qui dit j'étudie pas la Torah, il aura le reste, il aura à la fois à se soucier de la royauté et de gagner sa vie. Ce qui m'intéressait à ce sujet, c'est que je l'interprétais en termes d'espace mental. C'est-à-dire quelqu'un dont l'espace, tu vois, on a un espace mental limité, on peut pas penser à tout dans la même journée. Soit on dit, en fait, l'essentiel de mes pensées, c'est développer une parole de Torah, même si après c'est pour la partager au niveau politique, tu vois, que ce soit genre dire je passe l'essentiel de mon temps dans les Sfarim, genre mes Sfarim ouverts et mon Twitter fermé, et après genre à un moment donné, ok, j'allume mon Twitter 30 minutes et là je peux faire une synthèse de tout ce que j'ai, de tout ce temps que j'ai consacré à la Torah et pas l'inverse. Et ce que je veux dire, c'est là où je l'interprète en termes d'espace mental, c'est si tu consacres la plupart de ton temps et de ta réflexion à ce qui a vraiment du sens, le reste finalement ça te paraîtra un peu facultatif. Oui, tu diras faut bien gagner sa vie, mais ce sera pas l'obsession de comment je vais avoir mon augmentation de décembre, tu vois. Et à l'inverse, tu seras pas dans cette angoisse du politique qui est quand même genre à l'heure actuelle avec tous les remous qu'on a au niveau politique, au niveau de l'instabilité. Ça, tu te l'enlèves si tu consacres ton espace mental à la Torah. Et à l'inverse, si tu dis je m'occupe pas trop de Torah, tout le reste va prendre une place un peu disproportionnée. Moi, c'est comme ça que je choisis de l'interpréter, sinon ça donne une lecture un
peu magique où le fait d'étudier va faire que l'argent va tomber du ciel et que le pouvoir romain va être très sympathique avec toi, donc ça marche pas particulièrement. En revanche, cette idée de la place que tu lui donnes dans ta tête, pour moi, c'est ça qui est l'essentiel. Et t'as raison, c'est une question effectivement de méthode et c'est une question de stratification du temps. Ça fait penser à une image de deux verres communicants. C'est en fait, s'il y a plus d'eau dans un verre et que ça fait pencher la balance, alors le peu d'eau qu'il y a là-dedans va couler encore dans l'autre. Donc c'est le verre le plus rempli qui va influencer le verre le moins Parce que rempli. c'est la théorie libérale de Non, la de ruissellement. pyramide des verres. Non, non, justement, c'est-à-dire, effectivement, il faut que La ce théorie soit, du ruissellement. il faut que ce soit ta Torah qui imbibe ton combat politique et non pas ton combat politique qui imbibe ta Torah. C'est-à-dire, il faut que ce Oui, soit c'est ça. que l'influence vienne de d'abord moi, ma Oui, oui. Torah, qui je suis, mes valeurs juives, et ensuite, effectivement, Oui. je peux aller les projeter à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un risque dans lequel il faut pas tomber. Vraiment quelque chose pour lequel qu'il faut vraiment avoir en tête, et ça je suis totalement d'accord avec toi, c'est le risque de perdre tellement de temps à vouloir réagir au quotidien et à être Oui. la voix juive, Oui, voilà, qu'en fait c'est tu ça. n'es plus finalement tant Parce que une t'as voix plus le juive. temps d'être juif. Exactement. Parce que tu vois, si tu dis je veux être la voix juive sur tout, mais qu'il faut être la voix juive à Exactement. chaque tweet, Je suis bah à la d'accord. fin, t'as plus le temps de construire cette voix juive, ce qui impliquerait de continuer à étudier. Tu vois l'idée? Je suis totalement d'accord. Alors, reste l'idée que. Moi, j'ai parlé de moi. On a quand même étudié des années en école rabbinique. On a étudié des années en Sfarim. C'est-à-dire, on part pas de zéro. On n'est pas dans une co-construction à égalité. On a quand même une base très solide de valeurs juives, qui fait Je que sais pas, parce on qu'il y n'est a. pas non plus en train d'annuler notre base juive quand il y a une journée on fait un peu plus de Twitter que l'autre. Tu vois, Mais t'as une métaphore que j'aime bien, Ouais. je vais vous la transmettre aussi, c'est la métaphore du Kohen Gadol. Kohen Gadol, Ouais, voilà. celle de moi, c'est même pas moi, c'est mon père C'est en de tant ton que tel, père et c'est qui mon dit grand-père. en gros le Kohen Gadol monte vers l'autel, vers le misbéach sur un plan incliné et ça montre bien qu'il est obligé d'être sans cesse dans une forme d'ascension parce que il n'y a pas pour le Kohen la possibilité d'être sur Un escalier. oui, enfin même pas un escalier mais d'être stable en fait. Il peut pas être sur un plan une surface plane. Parce qu'en fait, la conclusion c'était quand on n'est pas en train de monter, on sait qu'on est en train de descendre. Donc quelque part, s'il fait pas l'effort de monter, il glisse. Totalement d'accord. Et ouais. je le vois aussi comme ça, c'est-à-dire pour moi le fait de dire nous avons fait des études rabbiniques ce qui nous permet d'être la voie juive, bah non parce que tu peux Non, pas je disais avoir. que c'était pas une je disais Oui. pas qu'il faut s'arrêter, je disais ne mettons pas non plus à égalité en Non, faisant c'est comme s'il y vrai. avait une co-construction Mais tu peux pas dire qui se j'ai étudié développait. 4 ans et maintenant je peux être la voie juive, tu vois. Ou en tout cas, Non. étant donné que l'étude est conçue. Là tu fais du Peut-être. homme de paille parce que c'est pas ce que j'ai Mais dit. t'es pas censé leur dire. Non, ce que je veux dire, c'est que déjà, l'idée d'avoir un Zman pour la Torah qui est quotidien, où tu dis là, c'est un moment où j'étudie, C'est une ça obligation. implique, c'est une obligation, et ça implique à un moment de pas réagir au niveau politique. Tu vois, genre, c'est pas, t'es pas avec ton téléphone en train de tweeter et d'étudier. Shabbat, ça implique aussi de pas réagir. Oui, par ailleurs. Shabbat, ça c'est implique vrai. qu'il y a un jour dans la semaine où tu dis Il y a il une peut forme de arriver retrait, 1000 trucs et bah d'ailleurs le 7 octobre que j'ai découvert au soir. Ça, c'était Ça très veut dire, particulier. Ouais. moi j'étais pas au courant vraiment de ce qui se passait et je découvre l'horreur que bien après parce que j'avais pas mon téléphone. C'est-à-dire que même ces choses-là horribles et des traumatismes planétaires, quoi, c'est-à-dire des grandes crises, et ben en tant que juif, pratiquant, Ouais. j'accepte que même ces crises-là, je vais pas les connaître C'est vrai. au moment T à certains moments. Donc ça, C'est effectivement, je pense qu'on est d'accord sur le fait de dire que le juif se met quand même un pas de côté, comme tu le disais. D'ailleurs, je connais pas de député juif orthodoxe. Parce que j'ai l'impression Mais que. Meir Habib, non? Ah, ok. Ouais. Parce Il que, me en semble. fait, je me dis. Oui, ok. Il a été. Orthodoxe. Non, je crois que Meir Habib faisait Shabbat, quoi. Faisait Shabbat. Ok, donc tu peux quand même, parce que en gros, moi, ma question c'est, enfin, si on prend les sphères du pouvoir, on n'a pas, ok, peut-être qu'il y a une exception, mais, il est présent non, mais tu reviens tout le temps sur les sphères du pouvoir. Encore une fois, moi, je Ok, te parle toi, de tu parles pas l'action la sphère du politique. pouvoir, tu parles du militantisme. Ouais, je parle vraiment de l'action Et donc, politique, l'action politique en tant que telle. Militantisme, c'est même peut-être un peu chargé. Et si t'as ramené des textes, j'en profite pour en ramener aussi. Je pense qu'il faut vraiment remettre l'accent sur quelque chose sur lequel on n'a pas assez mis l'accent dans l'éducation juive actuelle, à l'école, etc. C'est la notion de tzedaka ou mishpat, c'est-à-dire la justice. On ne nous dit pas assez que c'est un idéal. On nous enseigne les mitzvot à suivre, les commandements au quotidien depuis petit, et on ne nous dit pas qu'une autre valeur juive qui est tout aussi importante, c'est bien le fait de mettre en place un mécanisme pour que la société soit juste, et que on nous dit tzedek tzedek tirdof, le man tirke à la retz, je ne sais pas plus exactement du verset exact, afin que tu puisses vivre sur la terre que je t'ai donnée. Donc souvent les antisionistes disent tzedek tzedek tirdof, mais ils mettent pas la fin de la phrase qui dit pour que tu puisses vivre en Israël. Mais dans tous les cas, c'est pourquoi tu dois avoir une terre à toi, pourquoi tu dois créer une société juive.
pour créer une société juste. Parce que tu dois être une lumière parmi les nations, etc. C'est-à-dire, la société juive n'a de vocation à exister que parce qu'elle est juste. Sinon, c'est une terre qui vomit ses habitants. Le monde juif en tant que tel, la religion juive en tant que telle, le peuple juif en tant que tel, n'a de vocation à exister que s'il est saint. Et saint, c'est quoi, encore une fois, je recite ma source, c'est ne pas tricher dans le commerce, respecter l'étranger, etc. C'est l'action politique par excellence, c'est l'organisation politique de la justice, et donc militer pour. Le peuple juif, qu'il soit en Israël ou qu'il soit en diaspora, n'a que peut-être cette vocation-là. Alors comment il le fait? Il le fait aussi à travers peut-être un rapport existentiel différent au monde, qui est spirituel et religieux et qui n'est pas purement politique, bien sûr. Mais ça communique entre eux. Donc dans notre Amida, 3 fois par jour, on nous dit restaure les juges comme les temps d'antan, qu'on puisse enfin faire régner la justice. C'est-à-dire, c'est au centre en fait de notre vie religieuse. Si ça l'était pas, ça devrait l'être. Et pour moi, comment on arrive à une justice, comment on arrive à la question de tzedek, tzedek, on en arrive par l'action politique. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas parce que tu lis dans ton coin tes sfarim et que tu lis tes textes de loi de halacha ou ta gemara que tu sors dans la rue et que t'es un mec bien. Tu sors dans la rue et que t'as participé à créer une société juste. Il faut que cette gemara-là, Talmud, mais l'idée à Maaseh, il faut que l'étude amène à l'action. Elle peut modifier ton comportement sans que tu aspires à changer la société tout entière. Et ben pour moi, c'est une erreur parce que le juif doit justement aspirer à changer la société tout entière par son action première, d'accord. Et on nous dit souvent, il y a les cercles concentriques, on nous dit qu'il faut d'abord aspirer à se changer soi-même, puis les gens autour de nous, puis ensuite notre quartier, etc., jusqu'à agrandir. Il ne faut pas non plus voir trop gros. C'est pour ça que c'est bien avoir des associations locales et on augmente un petit peu. C'est très bien de le faire dans l'ordre. Mais c'est ça la vocation. La vocation, c'est d'être juif et de représenter le peuple juste, le peuple saint. Et il n'y a pas d'autre moyen de le faire que par l'action politique. Ou à moins de dire, comme les ultra-orthodoxes, je suis juif dans mon coin, je donne l'exemple dans mon coin en faisant les mitzvot et en respectant la volonté d'Hachem, et les gens verront bien que c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut faire. Honnêtement, moi je les regarde, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui marche, j'ai pas l'impression que les orthodoxes soient des gens par définition sains. On entend des histoires horribles partout et malheureusement il y a des gens fous et des gens bêtes et des gens méchants partout, et la communauté ultra-orthodoxe aujourd'hui n'est pas à l'abri du tout de ces choses-là, et elle a les mêmes pourcentages de problématiques que dans l'association environnante pour la plupart des choses. Et on parle même pas des problématiques des omertas qui sont en place aujourd'hui, dont on connaît des affaires, surtout depuis qu'on est rabbin. Donc on sait que la communauté ultra-orthodoxe, elle a aussi ces problématiques-là, et que si on n'entend pas parler, c'est souvent plus par omerta que parce que ça n'existe pas chez nous. Donc on le voit bien. Donc comment on fait pour régler ces problèmes si juste le principe de vivre dans un vase fermé et qui communique pas avec les autres et de faire juste les mitzvot, on voit bien que ça marche pas. Donc c'est bien qu'il y a une tension à avoir avec le monde autour de nous. Et comme les Chachamim le faisaient dans la Gemara, déjà à leur époque, et essayer de changer le monde autour de nous par nos actions. Je te propose qu'on prenne les questions. On va commencer à... Non mais vas-y, on a commencé à 10. Non, mais... Tu peux répondre encore une fois. Non, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je voulais qu'on prenne au moins 15 minutes de questions et qu'après on ait un feedback. Non mais j'ai 5 minutes, on a encore 5 minutes là, de vidéo, vas-y. On a encore 5 minutes de vidéo. Fais une bonne conclusion de 5 minutes, je veux t'écouter aussi. Je veux écouter ta réponse à ce que j'ai dit. Ok. Vous êtes d'accord, vous voulez écouter sa réponse quand même. D'accord. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai l'impression que c'est hyper optimiste en fait. Et effectivement, je crois pas mal au truc de juste... Déjà, à ton côté, on va changer le monde, J'ai pas dit... Non, mais tu vois, l'idée de... Ok, moi, ça me parle. Je trouve que, par exemple, si on prenait à l'échelle interne, au niveau de notre comportement vis-à-vis des gens, cette fois-ci, juifs, qui sont pas religieux, tu pourrais dire, mais nous, on croit dans Shabbat, et donc on va leur dire, il faut faire Shabbat. Ou il y a ce qu'on fait, c'est dire, venez chez nous, on vous invite Shabbat dans un foyer où on fait Shabbat. Et en vrai, bon, je dis pas que tout le monde s'est mis à faire Shabbat dans notre communauté, mais ça te parle quand même plus cette approche, dans ce cadre-là, de dire... il suffit d'essayer d'incarner par l'exemple ce que tu estimes que la Torah peut apporter aux gens de la communauté. Pourquoi est-ce que dès que c'est des valeurs éthiques, on va aller un peu crier sur tous les toits dans la société, nous on est juifs, on est très éthiques, etc. Enfin, je sais pas, je me demande pourquoi quand c'est à l'échelle interne, on estime effectivement qu'il faut mener par l'exemple, et que
À l'échelle interne, c'est-à-dire quand c'est par rapport aux juifs, au modèle qu'il faudrait donner aux juifs, on a tendance à dire... Peut-être Ben Adam Lamakom. Parce que quand c'est Ben Adam Lamakom, quand c'est ok. Quand c'est des commandements qui nous lient à Dieu, là on dit non mais par l'exemple on va montrer que c'est bien. Et quand c'est Ben Adam Lachavero, quand c'est de l'interpersonnel, j'ai l'impression que t'es dans une démarche beaucoup plus militante qui est pour moi, alors c'est un peu bizarre que je dise ça, hein, mais l'un des grands travers de l'orthodoxie moderne, c'est que, et on en discutait sur Torah Traim, qui est un réseau de rabbins orthodoxes modernes récemment, à savoir que en fait il faisait ce constat que on va systématiquement appeler à la Torah, par exemple des gens qui font pas Shabbat, etc. Mais si quelqu'un a pas donné le guet à sa femme, c'est évident qu'il va pas être appelé. Tu vois, genre quelqu'un qui fait des transgressions éthiques, bah il est déshonoré dans la synagogue à juste titre. Mais en revanche, on a une relation différente, je trouve, à tout ce qui est dans notre relation à Dieu, quoi. Et ça m'interroge en tout cas, je me demande pourquoi est-ce qu'on a autant ce besoin de dire on se fait entendre dans la société. Pourquoi t'es pas en train de t'adresser dans un domaine différent, mais de t'adresser aux juifs en disant et Shabbat c'est aussi génial, ça a plein de choses à apporter, tu vois. Enfin, je me demande pourquoi ton militantisme il est aussi ciblé sur, et là j'en reviens un peu à Pirkei Avot, il y a un peu pour moi les sirènes du pouvoir, quoi. C'est dire je suis entendu de gens tellement puissants, etc. Il y a un risque de dire je concentre mon militantisme et mon activisme dans des domaines où précisément je sais que je vais être entendue du plus grand nombre et ça va être valorisant pour les juifs d'être vus comme ça. T'es très déçu et très malheureux de ce que je viens de dire ou pas? Non, pas du okay, tout, je me retiens de répondre parce qu'il faut finir la vidéo, mais je suis content que t'aies conclu et que je suis content de j'ai t'avoir conclu, entendu. mais on va reparler parce qu'on a les questions et qu'après vous nous donnez un feedback. Donc, dans tous les cas. Ouais, merci beaucoup, hein, bravo. Merci à toi. Et toi Non, mais toi aussi. Mais en plus, tu m'as donné des arguments que je connaissais pas.